qu'on entend souvent le « non mais moi ça ne me concerne pas la santé mentale ». Non, ça nous concerne tous et toutes. Encore plus avec les thématiques actuelles dans la politique, que ce soit ici en Europe ou en Afrique. Alors encore une fois, merci à tous et à toutes d'être présents avec moi aujourd'hui, avec nous. Puisqu'on a déjà pris un petit peu de retard au niveau du planning, ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif de la matière. Et je vais vous demander de faire un énorme applaudissement pour notre présidente de Socabel, s'il vous plaît. Un peu plus fort que ça. Vous allez faire les wouh, 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 wouh. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Men sano incorpore sano. Ce qui veut dire, selon Juvela, un esprit sain dans un corps sain. Et avec toutes les difficultés, l'accélération technologique, les sources d'angoisse que nous avons aujourd'hui dans notre société, on se rend compte que souvent, mentalement, on ne suit pas. Et la détresse devient grande. Et de plus aussi dans notre société, dans notre communauté africaine, où c'est difficile de mettre les mots sur nos mots. Donc, les mots M-O-T sur nos mots M-A-U-X. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour justement démystifier cette question qui devient de plus en plus grave dans notre communauté. Moi particulièrement, j'ai observé qu'il y avait de plus en plus d'Africains qui traînaient dans les rues, de plus en plus de nouveaux arrivants qui sont perturbés et qui sont perdus et désorientés, des décrochages scolaires. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. De se dire, face à cette détresse, qu'est-ce que nous mettons en place? Et c'est pour ça qu'on vous convie aujourd'hui pour discuter de la question autour des professionnels de la santé qui ont une approche beaucoup plus experte que nous. Et avec la contribution de Socabel, qui est l'association des soignants d'origine camerounaise de Belgique, qui a pour but d'accompagner les nouveaux arrivants, de former et de partager notre expérience professionnelle tant au Cameroun qu'en Belgique et en Afrique de manière beaucoup plus générale, et aussi de lutter pour la discrimination et permettre que la santé soit accessible à tous, tant ici qu'au Cameroun. Donc, je vous dis bienvenue à tous. Merci d'avoir abandonné vos responsabilités respectives pour nous accompagner aujourd'hui pour cette thématique qui nous tient à cœur. Ce n'est que le début d'un chemin que nous comptons mener avec vous. Et on va plus en plus s'appesantir quand on parlera du projet Man for Diaspora, où vous serez tous conviés à mettre votre main à la pâte pour qu'on puisse trouver des solutions aux problèmes qui nous concernent. Comme quelqu'un a dit, la main ne tombera pas du ciel. Pour qu'on puisse s'en sortir, il faudra penser aux aspects culturels dans la prise en charge des patients en difficulté. Sur le plan de la santé mentale, il faudra penser à la prise en charge en tenant compte des aspects religieux et spirituels pour que la prise en charge soit holistique. Et c'est pour cette raison que nous vous convions aujourd'hui et qu'avec ces experts qui ont à chaque fois un parcours bien défini et avec une expérience professionnelle qui puisse nous aider à sortir de nos différentes détresses. Nous vous invitons à prêter attention pour les écouter, et surtout ensemble et surtout avec les politiques qui sont là aujourd'hui. Il ne suffit pas de la théorie, après on va passer à la pratique. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que les institutions qui sont là nous apportent ou quelles sont les solutions qu'on peut trouver ensemble? Donc je vous remercie une fois de plus d'être là. Ce n'est que le début et puis à la suite le soir. Et j'espère vous retrouver. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Merci à tous les panélistes, aux experts, aux représentants
de l'ambassade du Cameroun ici présent à la qualité de ministre conseiller. Merci au député Calvin, pour ne citer que cela. Merci infiniment d'être là et tout ce que je vous demande de l'attention pour pouvoir s'enrichir des différentes thématiques qui seront abordées et surtout d'en tirer profit. Merci. Un grand merci et merci à vous d'organiser un événement si important. Déjà, se rassembler aujourd'hui, je pense que ça montre déjà une volonté. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, j'ai commencé sans me présenter, ce serait quand même intéressant de savoir qui je suis, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas déployer mon CV ici présent. Je vais juste vous dire mon nom et mon prénom. Alors voilà, je m'appelle Océane Toukam, donc vous l'aurez compris, je suis moi-même d'origine camerounaise et donc très heureuse d'être présente aujourd'hui. Et je serai donc la présentatrice de cette matinée. Je dis matinée parce que, comme Madame la Présidente l'a dit, cette journée est divisée en deux parties. D'abord maintenant avec la conférence débat qui durera normalement jusque 16h, 16h15. Et par la suite, nous nous retrouverons le soir à 20h pour le gala. Mais qu'est-ce que nous allons pouvoir faire aujourd'hui ? Alors pour que vous ayez quand même une vision globale de cette matinée, je vais repasser un petit peu en revue l'organisation. Donc d'abord nous aurons un premier panel. Donc ce premier panel, excusez-moi je prends quand même mes notes. Ce premier panel parlera de comprendre la santé mentale dans la diaspora, parce qu'il faut d'abord commencer par un commencement. Comprendre pourquoi parle-t-on de la santé mentale au sein de notre diaspora ? Quelles sont les spécificités pour notre santé mentale? Enfin, par la suite, nous aurons accès au panel numéro 2. Donc, après la compréhension, nous parlons maintenant à la construction. Comment pouvons-nous, ensemble, construire des solutions durables? Et c'est à ce panel-là particulièrement que nous aurons avec nous nos chers députés du Parlement bruxellois, parce qu'il faut aussi l'impact des institutions. En citoyens, institutions, ensemble, nous pouvons collaborer pour arriver à des vraies structures et des vraies solutions. Et par la suite, on aura bien sûr une pause pour que vous puissiez aller manger, vous désaltérer. Et nous nous retrouverons de nouveau pour la partie des ateliers. À quoi consistent les ateliers? Les ateliers ont un but très précis, co-construire ensemble. Donc les panels 1 et panel 2 nous permettront d'avoir de la matière, d'avoir des experts et expertes qui s'y connaissent sur le domaine pour nous nourrir et nous enrichir. Par la suite, les ateliers servent à ce que nous aussi, en tant que participantes, nous puissions construire avec des experts et d'expertes des solutions. Il y aura donc deux ateliers. Un premier atelier qui parlera des tabous au sein de la diaspora. Et ensuite, un deuxième atelier qui s'intitule « Renforcer la résilience communautaire ». Concrètement, ce que je vais vous demander à ce moment-là, après cette pause, c'est de revenir dans cette salle et choisir l'atelier auquel vous voulez assister. Donc soit l'atelier numéro 1, autour des tabous, soit l'atelier numéro 2, autour de la résilience. Et dans chaque atelier, il y aura aussi des experts et expertes qui pourront nous accompagner dans nos réflexions. Pas de panique, je reviendrai là-dessus étape par étape. Ça permet au moins d'avoir une vision globale de la journée. Et maintenant, sans attendre, je vais donc convoquer le panel numéro 1, en commençant par notre cher modérateur. Je préviens déjà, comme ça il peut se lever et pas courir. C'est toujours assez compliqué sinon. Notre cher modérateur Olivier Kenago, qui est donc le président conseiller de l'ambassade du Cameroun en Belgique. Et qui sera accompagné de nos intervenants en commençant par le psychiatre Cédric Djogé. Sous vos temps d'applaudissements, on continue. Ainsi que Clémentine Ingaberi, psychologue. Et enfin, Mama Anne Dorette Djukou, coach en développement personnel. Je passe du coup la parole au modérateur. Merci Océane. Bienvenue. Ici ou là, comme tu veux, voilà. Je peux utiliser. Vous m'entendez?
Très bien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à nouveau à ce panel numéro 1 que j'ai le plaisir et l'honneur de modérer. J'en remercie d'ailleurs les organisateurs pour la confiance qui m'a été faite. Juste un petit correctif, Océane, c'est ministre conseiller et pas président conseiller. Je comprends les lapsus qui sont induits par la pratique institutionnelle belge. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons modérer ce premier panel qui est consacré à ce sujet essentiel, mais aussi délicat, comprendre la santé mentale dans la communauté afro-descendante camerounaise et africaine de Belgique. Et nous avons voulu centrer cette thématique autour de 3 centres d'intérêt principaux. Premièrement, comment comprendre les tabous, les non-dits et les biais qui entourent la question de la santé mentale au sein de cette communauté. Deuxièmement, quel est l'impact de nos trajectoires migratoires sur la santé mentale de la communauté afro-descendante? Et troisièmement, quelles sont les réalités de terrain? Vous l'aurez bien compris, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas pour nous ce matin d'aller dans une approche médicale à outrance de cette question, bien qu'elle soit éminemment clinique. La composition de notre panel vous fait clairement comprendre qu'il s'agit d'une approche multidisciplinaire afin d'essayer de poser un diagnostic collectif qui va nous guider, comme l'a annoncé la présentatrice, vers des propositions d'action. Pour aborder cette thématique, nous avons donc ici avec nous un panel constitué de personnalités au profil varié, mais qui ont en commun d'avoir une expérience profonde, d'abord dans la communauté afro-descendante de Belgique et d'Europe en général, mais aussi essentiellement dans la question de la santé mentale. Je m'en vais vous les présenter individuellement. Je commencerai par la coach qui est juste à ma gauche. Je préfère lire la présentation qui a été faite de chacun d'eux. Donc, Anne-Dorette Dicou, elle est coach en développement personnel. Je pense que 90% de participants dans cette salle la connaissent, tant son implication communautaire est connue de tous. Anciennement assistante sociale, ADD, c'est ainsi qu'on l'appelle affectueusement dans la communauté, est aujourd'hui experte en développement personnel, professionnel et de carrière. Je vous prie de bien vouloir l'applaudir. Merci, merci. Je ne savais pas que c'était moi. C'est bien de toi que je parle. Nous avons à côté d'Anne-Dorette le docteur Cédric Djokgui, qui est psychiatre. Il est donc l'expert dans le domaine qui nous concerne aujourd'hui du point de vue clinique. Le docteur Djokgui est camerounais d'origine, médecin psychiatre, chef de service psychiatrie du groupe hospitalier Epicura en Belgique. Il est accessoirement enseignant, chargé de travaux, chercheur à l'ULB et à l'UMONS, maître de stage en psychiatrie adulte. Ses travaux sont essentiellement axés sur 2 thématiques, les assuétudes. Pas de panique, il va nous dire ce que c'est. J'avoue que j'ai dû aller dans le dictionnaire regarder pour comprendre de quoi il s'agit. Et des assuétudes ancrées particulièrement sur l'addiction à l'alcool. Et ensuite, sur les transmissions des traumatismes psychiques sur des générations. Il va donc en particulier nous parler de l'impact des traumatismes migratoires sur les différentes générations d'afro-descendants. Nous avons, pour compléter ce... Voilà, des applaudissements pour le docteur Djokgui, s'il vous plaît. Et nous avons, je vais me retrouver, Madame Clémentine Ingabire. Elle est également psychologue, psychothérapeute et spécialisée dans la thérapie infanto-juvénile et systémique. Beaucoup de thèmes techniques sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Donc, chers panélistes, merci d'avoir accepté de partager avec nous vos connaissances, vos vécus
et vos expériences sur la question de la santé mentale, en particulier dans la communauté afro-descendante de Belgique. Alors, pour aller dans le vif du sujet, je vais me permettre de poser une question à chacun de nos panélistes et notre intervention devra durer au total 1 heure, après quoi la parole vous sera donnée à vous, mesdames et messieurs, pour que vous posiez des questions sur la base de ce que vous auriez entendu ou pas. La première question, je vais l'adresser à monsieur le docteur Cédric Njogui. Docteur. Je vous écoute. En tant que psychiatre et chercheur, travaillant notamment sur les assuétudes et la transmission intergénérationnelle des traumatismes, comment expliquez-vous la persistance de certaines souffrances psychiques au sein des familles issues de la migration, parfois sur plusieurs générations? Vous avez la parole. Merci pour la question, très intéressante. Ce qu'il faut dire de cette question, c'est que le traumatisme en tant que tel est un événement souvent singulier, souvent répété dans le temps, qui porte atteinte soit à la vie de la personne, soit à son intégrité somatique, donc son corps, ou son intégrité psychique tout simplement. Donc on a constaté à travers des études observationnelles sur plusieurs générations justement qu'il y avait une tendance à la répétition de ces traumatismes, c'est-à-dire qu'on se pose la question du comment et du pourquoi. Une grand-mère, une mère qui ont subi des abus sexuels ont une petite fille, une fille qui subit les abus sexuels. Donc, en étudiant de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait dans le génome, c'est-à-dire que dans l'ADN, la transmission des gènes d'une génération à une autre, il y avait des caractères qui étaient transmis. Une fois qu'un traumatisme était vécu par le primo-traumatisé, c'est-à-dire la première personne traumatisée, il encaissait les informations de ce traumatisme dans quelque chose de très profond qui dépasse le corps, qui dépasse l'esprit, mais c'est son ADN, sa substance fondamentale. Et au moment de la reproduction, tout simplement, il y a la transmission de ce caractère-là. Ça peut aller jusqu'à 2 générations pour ce qui a été étudié à ce jour. C'est pour ça, justement, pour répondre à votre question, qu'on peut voir ça. Mais ça, ce n'est qu'une des explications. On constate également qu'au niveau phénoménologique, le phénomène, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui se produit et puis qui se reproduit après, parce qu'il y a un discours qui accompagne souvent certains événements, et ce discours répété met les gens dans les mêmes conditions que le discours antécédent, qui fait que les événements ont tendance à se répéter. Donc une combinaison entre, entre le phénoménologique et le génétique, plus qu'autre chose l'épigénétique, parce que la bonne nouvelle, c'est que même s'il y a une transmission de génération en génération, c'est une transmission qui peut être coupée et qui peut être arrêtée. Le temps qu'on a ici à disposition ne nous donne pas la possibilité de nous étaler trop là-dessus. Donc on dit ça juste pour donner une idée du comment et du pourquoi. Mais cette transmission peut être arrêtée à un moment par des choses simples et dont il sera question ici, comme la parole, c'est-à-dire que l'autobiographie, qui est un exercice qui consiste à se raconter soi-même et à se raconter à sa descendance, peut résoudre pas mal de questions et peut guérir pas mal de choses et prévenir des traumatismes qui auraient pu arriver et se transmettre de nouveau. Alors, docteur, vous parlez de transmission intergénérationnelle, mais avant d'en arriver là, oui. S'agissant de la communauté afro-descendante en particulier, comment est-ce que les traumatismes dits migratoires, liés au parcours migratoire de chaque afro-descendant ou des afro-descendants en général, peuvent influencer leur équilibre mental? Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'afro-descendant, comme vous l'appelez, ou bien l'immigrant, il vient d'un moule de fabrication, c'est-à-dire la famille en Afrique, le vécu en Afrique, c'est un moule essentiellement communautaire, où la communauté a tendance à aspirer toute la pression qu'il peut avoir sur l'individu seul. Et finalement, cette pression n'est pas ressentie autant qu'on peut la ressentir au moment de l'immigration, où on est plus seul et plus individuellement exposé à ce qui peut être la pression de la vie, à un moment où la pression de la vie augmente. Donc le traumatisme se joue déjà là, du passage d'un système communautaire où il y a une pression qui est minorée
par les interactions communautaires, les relations communautaires beaucoup plus intenses, beaucoup plus étroites et beaucoup plus nombreuses, à un système qui finalement met l'homme face à lui-même, face à une sorte de miroir. Donc ce passage-là, c'est un passage essentiellement traumatique. Donc, du moment où il y a un passage essentiellement traumatique, comment est-ce que ce traumatisme va influencer son vécu? Il y aura plusieurs choses, à plusieurs niveaux. Au niveau personnel, il y aura une tendance à une anxiété, parce qu'on est dans un questionnement quasi permanent. L'anxiété, on le sait tous, c'est la maladie du questionnement. C'est-à-dire qu'un questionnement sans réponse, un questionnement permanent. Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Où je vais? On se remémore de ses origines et on a tendance à vouloir y retourner, et on est dans une sorte de conflit entre le présent où on a un futur à construire et un passé où on était plutôt très tranquille. Donc au niveau personnel, il y a ce jeu entre l'anxiété et le double questionnement, et le conflit de loyauté qui agissent directement sur la personne. Et puis on va retrouver ça dans les relations interpersonnelles. Moi aujourd'hui, dans ma pratique, je rencontre beaucoup de Camerounais, d'Africains essentiellement, qui par entendu finissent par venir me voir au bout d'un long parcours d'incompréhension, où je constate tout simplement en les écoutant dans une vie de couple que souvent les gens ont traîné avec eux au cours de leur parcours migratoire des manières de faire, des manières, des cultures, on va dire comme ça, plus qu'autre chose, qui n'embrassent pas forcément les manières d'être d'ici. Et donc il y a ce conflit interculturel qui se manifeste par l'incompréhension et souvent par des difficultés interrelationnelles, que ce soit à l'intérieur du couple, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations plutôt simples, amicales et même communautaires entre nous, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, des tensions générationnelles entre père, fils, mère, fille, parce que ne parlant pas le même langage, on ne se comprend pas. Alors la bonne nouvelle dans ce que vous dites, c'est que vous les recevez, les afro-descendants, en consultation. Je finis par les recevoir parce que c'est pas toujours évident. Cela m'amène à considérer la question du tabou et des non-dits. Oui. Jusqu'à quel point pensez-vous que les tabous restent importants dans la communauté afro-descendante s'agissant des maladies et des questions que nous abordons aujourd'hui? Le tabou, c'est absolument le point fixe de ce qui peut être constaté dans le suivi des personnes afro-descendantes. C'est-à-dire que on peut avoir un suivi où on a toujours l'impression, c'est même pas l'impression, on a la certitude qu'on va toujours tourner autour des choses indicibles ou imprononçables qui ont eu lieu généralement dans la vie d'antan. Quand on était en Afrique, il s'agit souvent des questions de violence, surtout sexuelle intrafamiliale. C'est des choses qu'on n'ose jamais prononcer. D'autres choses qui sont plus de l'ordre du conflit de la loyauté, l'absence du père, les familles finalement dysfonctionnelles, qui n'étaient pas perçues comme dysfonctionnelles à son temps, mais qui, chez l'individu, une fois installé ici et qui vit ces difficultés relationnelles, se rend compte du caractère dysfonctionnel des familles dans lesquelles il a vécu et s'est développé. Donc, mais tout ça n'est jamais prononcé. C'est difficile pour quelqu'un de dire que finalement, je pense que mon père n'a pas bien fait, il n'était pas là. Je pense que ma mère n'a pas bien fait, elle m'a mal orienté. Je pense que cet oncle n'a pas bien fait, il m'a touché, etc., etc. Donc, c'est souvent un travail difficile, mais au bout duquel on vient tout doucement, petit à petit, en s'appuyant aussi sur la culture. Ces personnes viennent me voir justement parce qu'ils pensent que je peux mieux comprendre certaines de leurs dispositions et mieux répondre à leurs questionnements. Merci, docteur. Vous avez parlé des questions de dysfonctionnalité au sein des familles. Oui. Je vais y revenir tout à l'heure lorsque je vais donner la parole à Clémentine. Mais pour l'instant, je voudrais que l'on parte du domaine clinique vers le domaine du coaching. Et là, je vais interpeller Anne Dorette, maman Anne Dorette, comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense que cette appellation n'était pas fortuite. Ça rend déjà compte de ton approche dans le coaching. Alors, Anne Dorette, toi qui es à l'intersection du travail social, puisque c'est ton domaine d'origine, suivant la présentation qui a été faite tout à l'heure, et du coaching, quelles sont les formes de maladies non cliniques que tu as pu observer dans ta pratique du coaching
Et comment penses-tu que le coaching peut aider les afro-descendants? C'est vrai que je ne suis pas encore dans la phase de quelles sont les solutions, on va y arriver après. Mais comment est-ce qu'avec le coaching, tu parviens à accompagner ces Camerounais dans au moins la libération de la parole, puisque le docteur perçoit ce problème comme étant un élément majeur dans le parcours clinique des patients afro-descendants? Merci, monsieur le ministre conseiller. Monsieur le modérateur. Ministre conseiller, c'est au bureau. Je veux bien, mais voilà, ça me colle à la peau. Je voudrais ajouter donc merci, monsieur le modérateur, de me donner cette opportunité de répondre à cette magnifique question. Mais avant tout, je vais entrer dans cette réponse en faisant un peu ce que je fais au quotidien. Est-ce que vous pouvez vous retourner chacun vers son voisin, lui dire un mot gentil? Parce que c'est important. Vous êtes belle, madame. Donc, tu as dit moi quelque chose. Merci. Merci. Voilà, c'était pour détendre un peu l'atmosphère parce que je voyais que Docteur nous avait amené tellement loin. Et moi, j'aime être terre à terre. Vous voyez, je voudrais répondre à cette question en racontant déjà une petite histoire. Celle de mon vécu de professionnel. En tant qu'assistante sociale, je recevais au quotidien des personnes qui venaient me voir, certains pour des besoins financiers, d'autres pour des besoins de logement, d'aucuns pour des problèmes de santé et bien d'autres problématiques encore. Mais face à leur détresse, je me trouvais toujours en difficulté. Cette difficulté était liée à plusieurs situations, notamment les obligations institutionnelles, mais aussi la conditionnalité liée à l'aide. Je me suis rendu compte au fil du temps que les gens venaient demander cette aide, pas nécessairement parce qu'elles avaient vraiment besoin de l'aide en premier. Le problème était ailleurs. Et c'est fort de cet ailleurs que je me suis dit, il faut rétablir une certaine relation des personnes avec elles-mêmes. Parce que c'est d'abord de ça qu'il est question. Comment est-ce que je me vois même quand j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider? Et fort de cela, je me suis positionnée comme cette passerelle entre la personne en souffrance et les institutions parfois très oppressantes. Il ressort donc que les personnes souffrent plus d'un problème d'écoute. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. C'est d'abord un problème d'écoute que d'un problème de besoin de ci ou de ça. C'est un problème, les personnes souffrent d'un réel problème de manque de confiance en eux. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on a difficile à savoir ce dont on a besoin ou bien à trouver les solutions dont on a besoin. Et le docteur le disait à suffisance, quand on a vécu des traumatismes, quand on a vécu des situations critiques, on perd sa propre personne au profit de ces personnes qui nous ont fait du mal toute leur vie. Et je ne peux pas dire que j'ai été en reste, parce qu'en tant qu'assistante sociale, j'ai porté sur moi la souffrance des gens. Et porter la souffrance des gens n'est pas chose facile. C'est-à-dire, je rentre, je suis plus dans le stress que quand j'étais au travail, parce que je me dis, mais au fait, quelle est la solution que je vais apporter à ces problèmes-là? Et étant permanemment démunie, je me suis dit, il faut que je me décolle de ce métier qui malheureusement est un très beau métier parce qu'on travaille sur de l'humain. Mais pour faire du coaching, qui est encore plus beau, parce que là, j'ai la liberté d'agir. Mais pas agir à la place des personnes, mais amener les personnes à découvrir le potentiel qu'elles ont au fond d'elles. Parce qu'en fait, la solution n'est pas en possession des autres. La solution est en nous. Et donc, j'ai constaté aussi qu'il y avait un réel problème de détresse familiale. Parce qu'on parle des familles aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on vit dans les familles? Ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais est-ce que c'est un problème de vivre ce qu'on vit? Je dirais non. Mais le problème se trouve, qu'est-ce qu'on met en place pour répondre à ce que nous vivons? Parce que nous vivons ce problème déjà importé, je préfère utiliser ce mot. Nous l'importons, nous arrivons, nous rencontrons d'autres problèmes,
dans notre nouvel environnement qui s'ajoute à ce que nous avons déjà comme problème. Et je dis, le problème de santé mentale ici devient, pour moi, avec ma casquette de coach, comme cette lasagne. Qui ne connaît pas la lasagne dans la salle? Moi, mais si tu ne connais pas la lasagne, tu connais le macabo pilé. je préfère le macabo. Voilà. Donc ça devient un peu comme, prenons l'exemple du macabo pilé, donc ça devient comme ce macabo avec de l'huile, du haricot, du piment, du sel et tout ce qu'on a mis, peut-être un peu d'oignon grillé pour rendre ça un peu plus magnifique. Donc ça devient un melting pot. Tous ces problèmes-là, c'est comme ça que ça se dépose en nous. Et on a difficile à devoir avancer avec ça et ça devient lourd. Et ça devient comme si on portait un sac, en fait. Pas comme si on porte un sac, en fait, avec plein de charges. Ouais. Et mon rôle en tant que coach, en fait, c'est de voir comment amener ces personnes à enlever ces charges au fur et à mesure et de se sentir un peu plus léger. Alors, tu as parlé de l'écoute. Bien sûr. De la libération de la parole comme étant un élément essentiel dans ton vécu. Oui, tout à fait. Coaching, en ce qui concerne la communauté afrodescendante. Mais j'ai envie de te poser une question à rebours. La demande de coaching, selon ta pratique, elle vient des Africains ou elle vient de toi, comme une proposition d'action? Magnifique question, puissante question, j'allais dire. Elle vient des deux. Des deux parce que quand j'ai commencé à écouter les gens, notamment dans l'histoire que je venais de vous raconter, je me suis dit à la fin, est-ce que je vais laisser ces personnes que je vois totalement en souffrance continuer à errer et à faire ce que j'ai appelé en son temps le shopping social? Parce que quand on est en souffrance, on va de service social en service social. On va de personne en personne, on va d'organisation en organisation, on va d'ASBL en ASBL. En fait, les personnes sont en souffrance. Elles n'y vont pas réellement parce qu'elles vont chercher quelque chose dans le fond. C'est qu'elles vont chercher, elles ne vont pas chercher de l'aide matérielle, j'allais dire. Elles vont chercher quelque chose qui est plutôt plus profond que l'aide matérielle qu'on leur propose. Et dans la deuxième option, et donc c'est fort de cela que je me suis dit, voilà, les gens peuvent avoir des besoins et ne pas savoir exprimer leurs besoins. Et je me suis posé comme apporteuse de solutions par rapport à ça. Maintenant, il y a cette catégorie de personnes qui en fait la demande. Parce que ne nous méprenons pas. Nous sommes dans un environnement, nous avons des collègues, nous avons des voisins, nous avons des amis, nous avons des institutions, nous avons des organisations qui nous permettent de voir qu'il y a d'autres choses qui existent. Et à force de voir que ça existe, on va vers la solution. Donc j'ai des personnes qui viennent vers moi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des jeunes. C'est moi qui vais vers les jeunes. Okay. Je vais dans les écoles, je vais dans les universités, je vais dans les autres écoles pour leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qui peut changer. Et que la santé mentale, puisque c'est le cas, je vais me concentrer là-dessus, n'est pas une fatalité. C'est là, peut-être parce qu'on ne se rend pas compte, mais on peut s'en défaire. Et donc, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, les gens viennent vers moi et moi, je vais vers les gens pour répondre à ta question. Alors, nous avons beaucoup parlé de l'adulte, oui. De l'adulte afrodescendant. Tout à fait. Je voudrais que l'on prenne une autre perspective. Et là, je vais interpeller Clémentine. Clémentine, tu es spécialisée en thérapie infanto-juvénile. On a parlé de tabou, on a parlé de libération de la parole. Alors, toi, dans ta pratique clinique, comment est-ce que tu perçois l'influence des tabous familiaux, des contraintes culturelles et de tout cet héritage que l'on apporte dans son parcours migratoire, dans la construction de la personnalité de l'enfant? Et comment penses-tu que cette construction peut être prémonitoire de troubles mentaux qu'il pourrait avoir plus tard dans son évolution? Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Vous avez dit c'est comme ça qu'on doit vous appeler. Ben oui, c'est comme ça. Merci pour l'invitation. Exactement, on se rend compte que dans les personnes qui viennent consulter d'abord, parce qu'il faut qu'elles arrivent. C'est pas tout le monde qui vient consulter, mais quand on regarde cette population des enfants, des adolescents qui viennent consulter, il y a un problème exactement de manque de communication. Dans nos cultures, on ne favorise pas la parole de l'enfant. L'enfant sauté. L'enfant n'a pas droit à parler, à s'exprimer. Et on est construit comme ça. Parce que quand on est avec des adultes, l'adulte parle et nous, on écoute. Et c'est le respect. C'est comme ça que dans nos cultures, on nous éduque. Alors, il y a un silence. Le silence est imposé. Et il est imposé dans l'éducation.
Et le silence est considéré comme la politesse. Et donc, si un enfant va parler, il va briser cette éducation, ça va être considéré comme le manque de politesse, un enfant mal éduqué. Et donc, si l'enfant veut vraiment suivre l'éducation qu'on lui donne, il va se taire. C'est quelque chose à déconstruire quand les enfants arrivent dans la consultation ou les adolescents, même les jeunes. Et je reçois aussi des adultes, des parents. Il y a beaucoup de personnes donc, qui souffrent de ce manque d'un lieu d'écoute. Beaucoup souhaitent avoir des conversations avec leurs parents, avec les frères, mais il n'y a pas ce lieu parce que les parents ne parlent pas avec les enfants. Et donc, il y a une grande souffrance de ce côté-là et c'est ce que je vois. Alors, quand je travaille avec les enfants, les mineurs en général, je travaille toujours avec les parents. Je dois impliquer les parents. Je vois les parents avant pour qu'ils puissent me donner déjà la permission, me voir. Parce qu'on ne peut pas travailler avec les mineurs sans l'accord des parents. Mais quand c'est des adultes, des majeurs, ce n'est pas nécessaire que je rencontre les parents. Et ça dépend aussi si le majeur veut que les parents sachent que la personne est venue consulter ou pas. Donc, il y a le respect du secret professionnel demandé par l'adulte. Et donc, on va voir qu'on se construit dans cette attitude de « je ne dois pas m'exprimer ». Parce que je brise le silence, je dévoile les secrets de famille et c'est mal vu. Et c'est comme ça même que les jeunes adultes ne veulent pas que les parents sachent qu'ils consultent. Parce que comment les parents vont considérer, ou même comprendre que tu as été parlé au dehors, hors la famille. Ce n'est pas accepté, c'est très mal vécu. Et certains parents aussi le vivent très mal. Par exemple, des mères qui disent comment ma fille peut aller se confier à une autre femme alors que je suis là. Et donc, parfois, ça peut créer comme une sorte de conflit. Mais quand on explique qu'il y a vraiment une souffrance et que la personne ne va pas bien, les parents arrivent à comprendre et à coopérer. Donc, je pense qu'il faut les rassurer. Alors, il y a aussi des problématiques qui sont vraiment liées à la migration, comme notre confrère l'a dit. On a une façon d'éduquer en Afrique et on veut l'appliquer en Europe, alors que le contexte est différent. Tout à fait. Et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les jeunes passent beaucoup de temps à l'école et ils sont à côté d'autres jeunes qui vivent autrement. Et eux, qui sont minoritaires, trouvent qu'on ne les laisse pas vivre comme l'école même leur dit de vivre. Et ça devient une source de conflit. Et il y a vraiment cette difficulté, je dirais, culturelle. Les parents qui veulent éduquer comme chez eux, parce que c'est comme ça, on donne ce qu'on a. Et les enfants qui veulent grandir comme en Europe. Et ça crée des conflits intergénérationnels, mais aussi des conflits culturels. Je me rends compte que les personnes qui naissent, grandissent ici, se sentent vraiment belges, 100% belges. Et les parents qui ont grandi en Afrique, ils se sentent aussi de leur pays d'origine. Alors, allez-y pour communiquer. C'est vraiment très, très difficile. Donc, je pense qu'une des choses à travailler, c'est la communication. Beaucoup de parents ont du mal à parler des émotions. Et les jeunes veulent exprimer leurs émotions, leur vécu. Mais comme les parents n'arrivent pas à le faire, ça cause un très grand problème. Clémentine, tu as utilisé un concept sur lequel je voulais rebondir, dont tu as mis de l'eau dans mon moulin. Tu as parlé de choc intergénérationnel. Oui. Mais j'ai même envie de parler de rupture intergénérationnelle. Mais je fais un petit commentaire avant de te poser la question que j'ai envie de poser. De toutes les interventions, il ressort qu'il y a quand même un choc culturel aussi. Oui. C'est-à-dire une opposition entre ici et là-bas, avec des valeurs qui ne sont pas forcément compatibles. Alors que souvent, et ça peut paraître paradoxal dans notre panel, ces valeurs-là sont présentées comme des valeurs à préserver, comme des richesses culturelles. Alors, comment intervenez-vous dans les familles
de manière, premièrement, à éviter cette rupture générationnelle pour favoriser le dialogue, et deuxièmement, pour valoriser l'héritage culturel qui, par ailleurs, est présenté comme étant un signe de distinction et peut-être aussi d'autoconservation. Et ça, c'est une question que j'ai envie de poser au public et sur laquelle j'aimerais bien avoir l'avis des uns et des autres. Mais pour l'instant, je pense que le public et moi sommes intéressés d'entendre ce que tu en penses. Oui, c'est une très bonne question. Exactement, on pense que les parents, surtout les parents qui ont migré, comme ils n'ont pas des terres, des vaches, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on a comme héritage, ce qui leur reste comme héritage, c'est les valeurs. Et ils veulent vraiment inculquer ces valeurs-là. Alors, les enfants qui naissent et grandissent ici sont beaucoup plus baignés en Occident, dans les valeurs occidentales. Et donc, les valeurs des parents sont enseignées à la maison ou peut-être dans des communautés où on peut se rencontrer. Et alors, quand je rencontre des jeunes qui ne comprennent pas pourquoi les parents se comportent d'une certaine manière ou d'une autre, je fais un grand travail d'expliquer le point de vue culturel. Parce que beaucoup de jeunes ne connaissent pas cette culture. Et je me rends compte qu'il y a même beaucoup de jeunes qui n'ont pas été en Afrique. Donc en fait, ils vivent en Europe, ils connaissent l'Europe et ils mangent peut-être les repas traditionnels, il y a des habits traditionnels, mais ils ne comprennent pas tous les enjeux culturels dans lesquels les parents ont grandi pour comprendre en fait pourquoi mon père pense comme ça, pourquoi ma mère pense comme ça. Et donc, vraiment des actions que je fais dans mon cabinet, c'est expliquer. Voilà, vous venez de tel pays. Et la personne me dit, alors je vais chercher les valeurs, la culture, et je explique la culture. Voilà, votre papa, votre maman pense comme ça, grandit comme ça. Dans la société, ça se passe comme ça. Et parfois, ça les aide à comprendre. Ah, c'est ça. Parce que ce dialogue n'est pas à la maison. Où est-ce qu'il va se trouver? Il faut un lieu où il y aura ce dialogue d'expliquer les racines, l'importance des valeurs. Et alors, quand les jeunes ont compris, ça les aide à mieux comprendre ce qui se passe. Et alors, un autre travail, c'est vraiment inviter les parents et faire à ce que les parents se racontent. Le parent va se raconter, par exemple, parfois son histoire ou l'histoire de la famille. Et ils vont parler aussi de ces valeurs, comment ces valeurs sont importantes pour eux, parce qu'ils n'ont pas ces terres, ou peut-être il y a des terres, mais on ne les a pas là, ici. Et donc, on va aider vraiment à valoriser ce que le parent a comme héritage culturel à donner. Et quand l'enfant ou le jeune le comprend, ça l'aide à intégrer. Mais quand il n'y a pas un discours, il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas d'information, on lui donne des choses brutes et qu'il ne comprend pas. Et ne comprend pas même pourquoi on lui donne ça, parce que les autres jeunes qu'il voit n'ont pas ça. Merci Clémentine. La timekeeper me signale que nous avons épuisé la moitié du temps qui nous est imparti. Donc déjà, hélas. Donc je vais suggérer qu'on passe à la deuxième partie de nos échanges qui va porter sur quelques solutions. Comment on aborde les solutions aux problèmes que nous avons identifiés. Mais avant, je voudrais vous faire remarquer que dans le diagnostic que vous avez posé, les problèmes de santé mentale sont endogènes. Les causes sont endogènes. Donc, vous parlez du parcours migratoire, vous parlez de nos propres valeurs qui sont en contradiction avec les valeurs et les modes de vie ici. Mais je n'ai entendu personne parler aussi des valeurs que l'on voit ici, qui peuvent être perçues comme agressives et qui peuvent avoir un impact sur la santé mentale des Africains ou des Afro-descendants. Et là, je vais peut-être demander à Océane tout à l'heure de nous faire un petit exposé sur l'intersectionnalité. Je pense que c'est essentiel dans ce contexte-là. Mais je veux avoir votre point de vue. 1 minute chacun. Comment est-ce que l'interaction entre les Afro-descendants et les valeurs qu'ils trouvent ici peuvent également être source de problèmes? Je donne un exemple. Je me suis entretenu avec un parent qui me dit « Mais mon fils, il est considéré à l'école comme turbulent. Il est turbulent. » Mais en fait, ce que j'ai dit à l'enseignante, c'est que mon fils, il parle, sa voix porte. Parce que chez nous, nous parlons avec une voix qui porte toujours. Mais ça le frustre de sorte qu'à l'école, il ne prend plus la parole. Donc, il s'invisibilise, lui. Comment percevez-vous ça? Ça, c'est juste un exemple que je donne. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. 1 minute chacun et ensuite, on passera à la deuxième partie de notre échange. Donc, je commence par la coach. Comment je vois ça? Je trouve que c'est violent. C'est très violent.
que de s'invisibiliser parce que l'environnement ne nous permet pas d'exprimer intrinsèquement ou bien extrinsèquement qui nous sommes. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on parle de valeurs, et je peux le dire avec beaucoup de fierté en tant qu'experte des valeurs globales humaines, il y a quand même des valeurs sur lesquelles nous devons être alignés, qu'on soit en Occident ou qu'on soit en Europe. Qu'on soit en Afrique, il y a des valeurs qui sont des valeurs incontournables. Maintenant, par rapport à cet enfant, ce n'est même pas un cas, c'est monnaie courante. Moi, j'ai des parents que je reçois au quotidien et quand je vais à l'école me donne des réponses qui ne correspondent pas à ce que moi, en tant que coach, je vois. Parce que l'école met le doigt sur des choses qui n'ont rien à voir avec ce que moi, la coach, ou bien ce que les parents vivent. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure de la question de la double culture. Moi, je pense que le problème de la double culture ne se pose pas. La double culture ne devrait pas se poser comme un problème, mais plutôt comme un atout. Et c'est comment est-ce qu'on présente cette double culture à nos enfants. Merci. Alors, docteur. Mais donc, comment est-ce qu'on fait ? Pour moi, il faut constater l'endroit où on se trouve et en prendre toute la mesure. Les parents, pour les enfants, doivent être présents à la maison, mais présents également à l'école. Ou quand ce genre de communication, comme l'exemple que vous venez de faire, quand elle est faite, il doit avoir un entretien, il doit avoir une discussion, il doit avoir une confrontation. Et pouvoir bien apporter le fait que la manière d'agir, de percevoir peut être différente sans que ça ne porte au constat d'un mal-être ou bien d'un dysfonctionnement. Moi, je vois de plus en plus de parents qui viennent me dire « Mais docteur, on dit que mon enfant souffre d'un déficit de trouble de l'attention, on dit que mon enfant est autiste, juste parce qu'il a présenté quelques traits. » Et qui par paresse, moi je le dis très 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 sincèrement, j'expliquais encore ici à ma consoeur en off que il y a une forme de paresse ici quand on est confronté à la santé mentale des immigrés. Je le constate. Quand un enfant immigré présente la moindre turbulence, très rapidement on veut le catégoriser dans quelque chose de pathologique, où on va le mettre sur un canevas où il va suivre le logopède, le psychopédagogue et toute une série de spécialistes qui peuvent l'aider, je ne dis pas non, mais il faut qu'on constate plusieurs choses qui peuvent faire que le jeune ne réagisse pas à son environnement de la même manière que les autres autour de lui. Un jeune à la maison, on peut parler français, italien, le bafin, le tchan, et à l'école, ils doivent parler que le français et ça donne des difficultés de prononciation, sans que ce ne soit des difficultés de langage, qui seront perçues à l'école comme des difficultés de langage. On va marquer dans le bulletin de ton enfant, il faut qu'il voie la logopède avec une certaine urgence, et d'ailleurs il n'est pas très attentif, il n'arrive pas à lire, dyslexie, et puis directement ça va partir dans des grands termes et mettre l'enfant sur le chemin de la psychiatrisation, parce que c'est souvent à ça que ça débouche. Donc il faut que le parent soit présent. Voilà. Le parent doit être présent dans la vie de l'enfant, pas que dans la vie à la maison, mais dans la vie scolaire de l'enfant, pour entendre ces choses et pouvoir apporter des confrontations, pas comme à la guerre, mais explicatives aux situations. Donc, on doit pouvoir s'enrichir dialectiquement, je veux dire, pour pouvoir discuter de ces choses avec nos interlocuteurs, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans nos relations interpersonnelles. Il faut qu'il y ait un échange. C'est dans l'échange qu'on va se confronter, c'est dans la confrontation qu'on va comprendre le point de vue de tout le monde. On peut être d'accord ou pas, mais je pense que les choses seraient plus apaisées et moins mal vécues par les uns et les autres. Alors Clémentine, est-ce que dans ta pratique clinique, tu as déjà eu à observer cette interaction conflictuelle entre les afrodescendants et l'environnement nouveau dans lequel ils se trouvent ? Oui, effectivement, on le voit souvent et comme mes confrères, mon consoeur vient de le dire, en fait, on voit vraiment qu'il y a une sorte de, je dirais, des stéréotypes. On a déjà un regard, je dirais, déterminé que ces enfants, ils vont se comporter de cette manière et il faut agir d'une manière ou d'une autre. Et je vais vous donner un cas concret que j'ai vécu quand je travaillais dans le service de santé mentale. Je ne dis pas lequel, mais sur Bruxelles. On a reçu un enfant de 3 ans, vers 4 ans, avec un rapport très très négatif qui venait de l'école. Et comme on était donc en équipe pluridisciplinaire, moi je devais suivre les parents et l'enfant devait être suivi par une collègue.
Alors, j'ai lu le rapport et puis j'ai rencontré les parents d'origine africaine, bien sûr, et ils m'ont donné leur version. Et leur version m'a interpellée et j'ai proposé à ce qu'on ne tienne pas compte du rapport, mais qu'on fasse nos observations à nous. Heureusement, l'équipe a accepté. On a mis l'enfant dans une activité extrascolaire parce qu'on avait les moyens. Et la collègue qui devait suivre l'enfant a été voir l'enfant à l'insu de l'enfant pour observer ses interactions et voir tout ce qu'il fait, comment il se comporte. Heureusement qu'on a fait ça. Heureusement qu'on a fait ça. La collègue, quand elle est rentrée, elle disait « Je suis choquée. Ce que je lis dans le rapport n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Et je sais que ça a sauvé cet enfant. » On avait mis la famille déjà dans le service de SAJ, mais le rapport était tellement négatif pour un enfant de 3 ans. On disait, il fait manger des pierres aux autres enfants à l'école. En fait, c'était un sauvage. Et le fait que l'équipe a accepté, on s'est rendu compte que non, c'est pas ça. Et on a pu mettre d'autres bases. Et j'ai accompagné les parents. Bien sûr, il y avait des choses à travailler, ça c'est sûr. Et après 1 an, ils sont sortis du SAJ. Mais pour rappeler, le SAJ, c'est le service d'aide à la jeunesse. Oui, Voilà, c'est un mauvais diable qui prend les enfants déjà, en fait. Il faut faire plus simple. Alors, tu gardes le micro. Je voudrais donc, sur cette même lancée, tu proposes à l'assistance, et là, ça va nous servir dans les ateliers. Comment penses-tu que les afrodescendants peuvent réagir d'un point de vue communautaire à ce type d'agression externe, et comment peuvent-ils ajuster la communication intrafamiliale à l'égard des enfants? Je pense que c'est très, très important d'avoir des lieux de parole et d'éducation psychosociale. Vraiment. Pouvoir vulgariser les connaissances, peut-être les amener au niveau où tout le monde peut les comprendre, éviter des techniques, mais aussi avoir des personnes qui travaillent dans les milieux. C'est très important. Si je n'étais pas dans ce service de santé mentale, je suis sûre que le cas de cet enfant s'était perdu. Donc vous pensez qu'il faut étoffer le réseau? Il faut qu'on étoffe le réseau, il faut qu'on crée des associations ou des synergies avec des personnes qui travaillent dans des domaines différents, parce que chaque personne a une pierre à mettre sur l'édifice et ensemble, on pourra construire quelque chose. Parce que je pense que c'est vraiment dans l'unité et dans l'aide des uns des autres, on va se soutenir avec ce que nous connaissons, avec les outils que nous avons, que nous pourrons mettre au service des familles ces outils, ces connaissances pour les aider dans des situations où parfois ils sont démunis parce qu'ils ne sont pas professionnels. Quand il y a un professionnel qui est là, qui se présente, qui parle, on va parler de professionnel à professionnel. On est d'égal à égal. Alors que vous, si vous venez, vous êtes un parent, vous ne connaissez rien, le professionnel est là, vous êtes le parent. Et donc, on va décider, parfois dans des choses que le parent ne comprend pas, des termes qu'on ne comprend pas, des raisons qu'on ne comprend pas. Mais si un professionnel est là et va regarder, va se rendre compte que oui, peut-être il y a des choses à travailler, mais peut-être qu'il y a des choses aussi qu'on exagère. Alors, Cédric, donc là, ça veut dire qu'il faut recréer un peu l'arbre à palabre en Europe. Le mot est lâché, il faut faire l'arbre à palabre, voilà. Justement. Mais j'ai envie de te poser une question, Cédric. Nous devons recréer l'arbre à palabre pour parler entre nous afrodescendants. Mais toi, comment est-ce que tu sensibilises tes collègues non africains qui ne connaissent pas la psychologie et les spécificités culturelles de l'afrodescendant? Comment tu les sensibilises? Est-ce qu'eux, ils sont assez sensibilisés sur la spécificité de l'afrodescendant? Parce que ce qui se dégage de ce que vous dites, c'est que nous avons une spécificité et que cette spécificité mal perçue peut aggraver déjà le mal-être qui est le nôtre. Comment peut-on agir sur cet axe-là? Et après, on va interpeller le député parce qu'il faut aller peut-être au Parlement adopter les lois. Il est où? Il n'est pas encore parti, j'espère. Bien, on verra ça après. Ah ben voilà, bienvenue. Vous arrivez au bon moment. Mais moi, à mon petit niveau, il y a un travail éducatif de mes équipes que je fais. De toute façon, je suis le chef. S'ils ne font pas, je vais me fâcher. Mais ça c'est à mon niveau. C'est à mon niveau. Pendant notre formation en psychiatrie et en tronc commun avec les autres étudiants de psychologie, il y a un petit cours de 3 heures, 5 heures maximum sur l'ethnopsychiatrie qui survole vraiment de manière très sommaire ces questions-là.
Nous, avec d'autres psychiatres, on avait essayé de pousser un peu pour que ce soit fait de manière un peu plus profonde et de manière un peu plus insistante. On a eu à un moment un professeur qui serait beaucoup plus intéressé à la question, mais ce n'est jamais allé plus loin. On a même demandé dans notre pôle de recherche un petit financement pour essayer de dresser le profil du patient afrodescendant et voir les solutions qu'on pouvait apporter. Bon, ça n'a pas fait long feu parce que ça ne rapportait de l'argent à personne et personne n'allait supporter ce financement-là. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire de ce qu'on reçoit aujourd'hui? Quelles sont les données qui peuvent nous apporter concrètes pour nous permettre de mieux comprendre la situation et de pouvoir se projeter, surtout en mode préventif? Donc ça, c'est une question qui reste. Il n'y a pas de réponse totalement faite. Mais chacun, dans son petit espace, peut apporter l'impact au niveau éducatif. Il faut comprendre les gens. Moi je raconte ça pourri, mais c'est très vrai. 30 secondes. 30 secondes, 30. Vous pouvez commencer à compter. Donc moi, j'étais encore jeune assistant, et puis on m'appelle, on me dit il faut courir à l'étage, il y a une dame qui a un délit cannibale. Bon, je cours, je tombe sur une dame africaine âgée de près de 65 ans. Elle me dit que, bon, écoute mon fils, je sais que tu es africain. Je dis à l'infirmière, à la mince chose-là, de me donner ma nourriture. Dis-lui que si elle ne me donne pas, je vais la manger. Bon, elle, moi j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est une blague, mais c'est très vrai. Moi j'ai compris ce qu'elle voulait exprimer. Elle voulait exprimer une sorte de colère. Mais l'infirmière avait fui, elle s'était enfermée, elle m'a appelé parce qu'elle a pris peur. Donc c'est un exemple de décalage culturel très terre à terre. Ouais. On va influencer les politiques, les académies, afin qu'une attention particulière soit accordée aux spécificités africaines. Alors, la coach, tu nous as dit tantôt, ta démarche en tant que coach procède de ce constat de la spécificité africaine. Cédric a parlé de l'ethnopsychologie, une expression que j'aime pas, mais je vais partager avec lui parce que j'ai appris l'ethnophilosophie avec le père Placide Tempels il y a quelques années et on connaît tous les biais qui sont accolés à ces concepts. Mais voilà, alors, qu'est-ce que tu penses de cette approche? Je préfère leur laisser la chose. Parce que comme la mère a dit qu'elle va manger quelqu'un, je préfère la laisser la chose. Mais en fait, je voudrais peut-être revenir dire que... 1 minute. Hein. Oh, 1 minute, c'est compliqué. Hein. Oui, 1 minute. Oui. Après, la parole sera donnée à l'assistant. Il faut quand même dire, il faut tout de même dire que nous, on a notre approche et notre approche doit être prise en compte. On ne peut pas faire sans nous ce qui nous concerne. Faire sans nous ce qui nous concerne, c'est faire contre nous ce qui nous concerne. Et je pense qu'il est important qu'on comprenne ça. Et faire avec nous consiste à déjà prendre le temps de nous écouter. Parce que si on ne nous écoute pas, on ne fera jamais ce qui correspond à ce dont nous avons besoin. Une fois qu'on nous a écoutés, il faut clarifier. Parce que parfois, quand on parle de l'écoute, surtout de l'écoute active et attentive, c'est une valeur qui nécessite de prendre vraiment des pincettes. Parce que les gens pensent qu'écouter, c'est juste tendre une oreille en préparant son dolé. Andorette, tu es en train de faire ton mot de la fin. Tu auras la parole après pour faire ton mot de la fin. Mon mot de la fin est long, c'est que je voulais commencer. Si tu le permets, on donne la parole à l'assistance et après vous aurez la latitude de conclure en délivrant les key findings sur les différents points qui ont été abordés. Donc, Océane, la parole est à qui veut la prendre. Je pense qu'il y a 1 ou 2 micro-baladeurs, sans protocole. Oui, Carole. Bonjour à tout le monde. Je voudrais interpeller ma sœur Andorette. Je trouve que, en fait, en tant qu'afro-descendant, on n'est pas toujours informé de comment on doit faire. Nous, on est arrivé ici pour étudier dans ce pays, et puis on est devenu maman ici. Donc, on est venu avec nos acquis de notre pays, comme ça a été dit plusieurs fois ici. Nous, on ne savait pas qu'on allait être confronté finalement, effectivement, à ce choc entre ce qu'on a reçu au Cameroun, ici en l'occurrence en ce qui me concerne, et la réalité ici chez nous. On fait des enfants dans cette société, mais au fond, personne ne nous a jamais vraiment dit que
les choses ne sont peut-être pas les mêmes dans ces deux cultures-là. Donc on s'est un peu on a appris sur le tas, comme on dit. Et là, ce que je vois qu'Anne-Dorette fait, c'est d'aller finalement vers ces communautés pour leur dire que peut-être c'est normal qu'on se trouve dans ces situations parce que c'est deux trucs différents, deux contextes différents. Simplement, ici, ce que je veux interpeller, c'est en fait, le manque d'information. On ne savait pas. On ne savait pas. Là, moi, je me retrouve dans plein de ce que vous avez dit, mais personne ne m'avait jamais dit ça, en fait. Tout simplement. Merci pour le commentaire. Une question ou un autre commentaire? Oui, je vois deux mains levées derrière. Ah oui, Patrice, si je me trompe. Oui. Ah voilà. Ok. J'étais pas là au début, mais quand j'ai vu le sujet sur la santé mentale, je voulais intervenir pour un domaine en fait. Et je voulais expliquer à tous ceux ici qui sont étudiants ou parents. Moi, j'ai fait du recrutement en Belgique dans des multinationales. Et honnêtement, moi, je vais vous dire, l'estime de soi et la confiance de soi des Africains est détruite. Je vais vous donner un exemple où j'ai dû intervenir dans une grande banque internationale où j'étais manager. On m'a appelé un jour parce qu'il y avait quelqu'un qui était très bon dans une interview, un Africain, mais qui a fait toute l'interview avec la tête qui était baissée. Dans une interview chez les Européens, ça c'est destructeur. Quelle que soit la compétence que vous avez, on ne vous recrutera pas. Mais moi, je me suis rendu compte, et basé sur mon expérience qui est personnelle, je ne connais pas un Africain, et je veux parler des Camerounais, qui quitte son pays et qui a confiance en lui. Peut-être détruit. Maintenant, j'ai vu, vous avez parlé de la reconstruction et le psychiatre est là. C'est un problème personnel. Et quand on arrive dans un environnement, la première chose qu'il faut faire, c'est de comprendre l'environnement dans lequel on est. Si vous ne le comprenez pas, vous êtes mort. Moi, j'ai fait 12 entreprises internationales. J'ai travaillé aux Nations Unies et aujourd'hui, je travaille à la Commission européenne. Je ne connais pas beaucoup d'Africains qui réussissent le concours de la Commission européenne. Et c'est toujours lié à la santé mentale. Et même quand les Africains sont confrontés au problème, et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a illustré, ils ne veulent pas le voir. Moi, j'ai fait des cours de leadership, j'ai fait des cours de management. Et la première chose qu'il faut apprendre, c'est de savoir qui vous êtes. Si vous ne le savez pas, et ça se construit aussi en famille. Moi, j'ai grandi dans un environnement où, quand tu étais un deuxième, on te demandait toujours pourquoi tu n'es pas le premier. Mon père ne m'a jamais dit, tu es bon mon fils, jamais. On ne vous le dira pas. Maintenant, si vous arrivez ici et que vous voulez reproduire ce qu'on vous a donné en Afrique, vous n'avez pas compris. On a une éducation qui est très bonne sur le plan par rapport au respect. Et madame a bien parlé, celle qui est psychologue. Un enfant en Afrique, ça ne parle pas. Ça, vous ne changerez pas ça. C'est une réalité. Mais maintenant, vous ne pouvez pas arriver en Europe et faire la même chose par rapport à vos enfants. C'est une aberration. C'est vrai qu'à un certain moment, un enfant qui naît aussi, bon, il parle peut-être trop. Mais vous devez, en tant que parent, accepter. Moi, j'ai des discussions tous les jours avec les enfants, mais c'est la guerre. Mais je leur explique aussi. Et vous avez posé un problème réel. Je les ai amenés là où j'ai grandi. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité. Quand ils sont sortis de là, chaque chose que je leur dis, ils comprennent. Donc vous ne pouvez pas vous mettre ici, dites, je suis africain, je suis oppressé, machin. Mais vous n'amenez pas les gens à comprendre votre mode de raisonnement. Moi, je suis né au Cameroun. Je ne peux pas réfléchir comme un gars qui est né en Belgique. Mais je suis obligé d'éduquer mes enfants par rapport à ce que je vois ici. Par contre, il y a des choses sur lesquelles je ne transigerai pas. Donc, il est important. C'est ça que je voulais dire. Pour les Africains, quand vous arrivez dans ce pays... Merci, Pat, pour le commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a un bras... Juste là, oui, juste devant. Oui, docteur. Et puis après, Raïssa. Bonjour. Jean-Michel Eba, voilà, effectivement, je suis médecin et je voudrais vraiment d'abord remercier l'organisatrice de ceci parce que je suis émerveillé. Franchement, moi qui passe mon temps à attendre parler de diabète, d'hypertension, d'AVC, de sida et autres, pour la première fois, j'assiste à quelque chose qui concerne l'Afrique et qui sort de ces domaines-là. C'est-à-dire la santé mentale. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de sujets que vous avez abordés, à quel point ça m'a vraiment pris de plein fouet. Alors, applaudissons pour Sokabel. Et pour la présidente, Madame, standing. Mon
mon compatriote et ami derrière a vraiment tout dit, ce serait que de la redite, parce qu'il a mis le doigt sur l'essentiel. C'est-à-dire on a un choc de culture, on a une différence de culture, et le problème se situe à 2 niveaux, c'est-à-dire nos enfants, oui, mais d'abord nous, les parents. Et je crois que c'est sur nous d'abord qu'il faut travailler avant d'aller travailler sur les autres. Et nous, c'est quoi? C'est les problèmes d'adaptation, adaptation à la modernité, adaptation à l'autre culture, adaptation à l'autre monde. C'est-à-dire la remise, oser remettre en cause nos valeurs. On a parlé de ce problème de silence qui, pour nous, est signe de respect, mais qui se traduit malheureusement par la tête baissée, comme on vient de te dire. On regarde les pieds, on n'ose rien dire, on rumine en silence, on ne va jamais au choc ni à l'affrontation, on n'ose pas exprimer vraiment ses émotions. On nous a éduqués comme ça. Et c'est nous, parents, d'abord, qui devons vraiment à un moment donné faire ce travail, revisiter notre vision. Il y a des choses, on vient tous ici, on va être tous médecins, avocats, ingénieurs, oubliant que finalement, le taximan, c'est aussi un indépendant, que le commerçant, c'est aussi un entrepreneur. Et retourner vers vraiment des valeurs de base, qui sont des valeurs de cette société. Et nous, on est venus avec nos grands souliers, mais pour venir dans une société des autres, et on n'est pas adapté. C'est d'abord chez nous qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Je pense que le docteur Raïssa, ici au deuxième, il y a quelqu'un, peut-être Raïssa d'abord. Il y a quelqu'un ensuite? Oui, en fait, il y a... Bon, Raïssa, des interventions courtes, s'il vous plaît. Comme ça, on respecte le parce timing. qu'il nous reste 5 minutes. Oui, après, vous aurez la parole. Donc, oui, Raïssa. Bonjour à tous. Voilà, je voulais déjà embrayer sur le discours de mon confrère. Donc, moi, je suis médecin généraliste, docteur Epassa. Et effectivement, dans ma pratique, je rencontre beaucoup de personnes que j'encourage à aller vers les professionnels. Et le panel ici présent a parlé d'écoute. Mais il faut déjà que ces personnes aient envie d'être écoutées, aient envie d'aller vers ces professionnels. Donc moi, j'interpelle d'abord tout un chacun, dans nos propres milieux, dans nos propres professions, d'en parler. D'en parler pour pouvoir être écoutés, il faut qu'ils aient envie de parler. Donc, dans toutes les situations qu'on rencontre qui peuvent interpeller la santé mentale, on a tous un mot à dire, on a tous un encouragement. La deuxième chose dont je voulais parler, et aussi je voudrais surtout féliciter Sokabel pour avoir mis le point sur ce tabou, parce que c'est vraiment un tabou dans la société afrodescendante, et de pouvoir donner une plateforme d'ouverture et pouvoir en parler. Donc voilà. Alors, on a des ateliers après. Je vois 4 mains levées. S'il vous plaît, 30 secondes chacun. 30 secondes. Oui. Ça va aller, merci. Bonjour, moi je suis venue ici ce matin parce qu'on parle de la santé mentale. Mais j'ai surtout une question pour docteur Cédric. Ok. Parce que j'écoute tout ce que vous dites là, il faut le temps et tout ce qu'on a dit, on ne va pas revenir là-dessus. Nous savons très bien que la société nous a broyés, on ne peut pas dire le contraire. On est venu avec beaucoup d'espoir. Et à un certain moment, on se retrouve dans un carrefour où on ne sait plus où aller. Maintenant, moi, ma question est pour vous, parce que vous êtes psychiatre, donc quelque part, vous pouvez prescrire les médicaments. Ça ne veut pas dire que les psychologues, pour aller les voir, il faut payer. Donc, il y a plusieurs personnes qui... Posez votre question, s'il vous plaît. Ma question est celle-ci. C'est comment est-ce que on peut amener, par exemple, à être africain et dire « je prends les antidépresseurs » sans être jugé, par exemple. Très bien, merci pour la question. Qui d'autre? Une dernière. Moi, je lui laisse la charge de la... Ok, allez, Cédric, à toi le micro. Donc, première question, comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un de prendre des antidépresseurs je ne sais pas, sans se cacher, en évitant la stigmatisation? C'est une bonne question parce qu'il y a des gens qui ne veulent même pas qu'on sache qu'on s'est vu, moi et eux, quand ils viennent me voir. Ils veulent qu'on se voit dans ma voiture, quelque part loin, et qu'on ne sache, que personne ne sache. Mais ce que je veux expliquer, c'est que la stigmatisation ne dépend ni de moi, ni de la personne qui va prendre ces médicaments. Il faut qu'on puisse amener la personne à comprendre que la prise des médicaments, c'est quelque chose d'utile et de vital finalement. Parce que la stigmatisation, qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Peut-être que c'est après la guérison que la stigmatisation va tomber d'elle-même, si ça se trouve. Mais on ne peut pas aller s'aventurer à vouloir s'imaginer de déstigmatiser les gens.
Donc c'est un construit auquel nous, on ne peut pas s'attaquer directement. De toute façon, on soigne la personne en essayant de l'amener à accepter le fait de devoir être soigné par des médicaments, comme on soigne un diabétique ou en soignant pour quelqu'un qui a des problèmes de cœur. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, il faut que tu vois le psychiatre, en général, c'est une injure. Quand on dit à quelqu'un, il faut que tu vois un cardiologue, on est bienveillant avec la personne. Donc vous voyez qu'il y a ce double standard. Nous-mêmes, on n'y peut rien. Mais notre travail, c'est d'amener la personne à accepter. Bon, la deuxième question, c'était les personnes qui sont dans la foi et qui trouvent dans la foi les réponses à tout. Bah, c'est le même travail qu'il faut faire, c'est-à-dire que c'est un travail éducatif. C'est un travail de déconstruction et surtout de reconstruction. Et à ce moment-là, il faut des œuvres de vulgarisation comme celle-ci, de vulgarisation du langage, de vulgarisation des pratiques et de compréhension finalement du rôle. Pour moi, je n'ai pas de problème avec la pratique religieuse. D'ailleurs, c'est conseillé d'avoir une pratique religieuse. Ça apaise les angoisses, c'est quelque chose qui canalise l'humain en tant que tel. Mais il faut qu'on puisse se rendre compte que quelquefois, la foi peut ne pas suffire et à ce moment-là, pouvoir accepter. Si ça se trouve, le rôle du psychiatre, du psychologue, du coach, adhérer à ça, ça peut être aussi un acte de foi, pourquoi pas. Donc, c'est des constructions qui peuvent être longues, coûteuses et prendre du temps, mais on peut penser pouvoir le faire. La dernière question dont j'ai du mal de me... Voilà, les chiffres au Cameroun. C'est toujours très compliqué d'avoir les chiffres au Cameroun. Hein. Au ministère de la Santé, les choses n'évoluent pas beaucoup. Moi, à ma connaissance, parce que travaillant sur le sujet des asyétudes, c'est le seul pour lequel on a eu des chiffres qui sont plus ou moins corrects. Le reste est très compliqué. Donc, les asyétudes, c'est grave. Les Camerounais boivent. Tu vois le fleuve du Vouri? En 2024, les Camerounais ont bu l'équivalent du fleuve de Vouri. Ça, c'est les derniers chiffres. 200 000 hectolitres de bière. Ça, c'est les chiffres des brasseries. Je ne compte pas ce qui vient de Belgique, ce qui vient par les autres. Ça, c'est les chiffres des boissons du Cameroun. Donc, 200 000 hectolitres de bière. Donc, il y a un problème. Un peuple ne peut pas se développer en buvant autant. C'est bon de boire une bière, mais de boire tout le Vouri, ça... Maintenant, le mot de la fin. Si j'ai un mot à donner pour la fin, c'est la parole, la communication. C'est-à-dire qu'il faut se projeter autrement que par le silence acquis. Il faut déconstruire le silence acquis pour s'installer dans la culture de la parole. Parce qu'il y va de notre vie, de notre survie. Survie en tant que continuation de génération, parce qu'on a bien vu que d'une génération à l'autre, ce qui faisait problème, c'était cette rupture et ce silence. Il faut s'installer dans la parole. Il faut que les parents puissent se raconter aux enfants, et vous verrez qu'en retour, ils se raconteront à vous, et il y aura une porosité qui est nécessaire entre les parents et les enfants pour que les choses puissent se passer de manière apaisée. Il y a beaucoup de choses que je peux dire pour la fin, mais je ne peux pas monopoliser la parole. Merci beaucoup. On a les ateliers, on va en discuter. Alors, oui. Le mot de la fin, Clémentine? Si vous permettez, je voudrais rebondir un peu sur la question. Bien sûr. De la religion et de la foi. Oui. C'est pour vous informer qu'ici en Belgique, il y a une association de psychologues chrétiens. Et je fais partie de cette association. Le but, c'est vraiment d'informer les chrétiens que même si on est croyant, on a un cerveau et que le cerveau peut avoir des problèmes. Comment on va consulter le cardiologue, le pneumologue, on peut aussi voir un psychiatre et ce n'est pas un problème. Et donc, cette association existe, ça s'appelle Laoulette Psy. Si vous voulez, je vous donnerai les informations. Et vraiment, ça fonctionne très bien dans les églises. Bien sûr, on est beaucoup plus connu du milieu des églises évangéliques protestantes. Mais voilà, petit à petit, les mots passent et on a beaucoup de chrétiens qui consultent maintenant. Les mots MOTS. Voilà. Alors, le dernier mot, vraiment, je pense exactement, il faut briser ces tabous. Montrer que tout le monde est vulnérable et les Africains aussi sont vulnérables. Mais il y a aussi des solutions et on peut y aller consulter, ce n'est pas un problème. Ensemble, on va travailler et on y arrivera. Merci, la coach. Oui, merci. Je voudrais tout simplement, j'ai évité la question de la religion, pas parce que je ne voulais pas, c'est juste que je suis hyper traditionnaliste et je pense que chacun doit rester dans son cadre. Et ce n'est pas parce qu'on croit au crâne ou à un Dieu quelconque qu'on ne doit pas penser à sa santé mentale.
Et revenant au commentaire du docteur, je pense je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il est important de créer des espaces où on doit parler d'autre chose que des problématiques déjà connues. Et je vais prendre ici juste un petit exemple d'un jeune que j'ai accompagné dans un établissement et qui a présenté son mémoire. En fait, tous ces jeunes qui ont présenté leur mémoire, il y a 2 qui m'ont invité à la présentation de leur mémoire. Et pendant leur présentation de mémoire, le jury a donné 97 à un des jeunes noirs et 93 à l'autre. Mais après, ils se sont ravisés en disant « Mais non, c'est la première fois que nous donnons ce genre de notes, on va diminuer. » Et moi, je me suis érigé en justicier en disant « Mais pourquoi vous diminuez? Si vous leur avez donné cette note, c'est parce qu'ils méritent. » Et puis, les jeunes, ils ont dit à la suite, ce qui nous a beaucoup marqué, qu'on a donné ces notes sans comprendre vraiment ce qui... On a vu que les jeunes étaient structurés, mais à côté, l'intelligence émotionnelle était très développée. Or, ce sont des jeunes que j'ai accompagnés pendant 1 année. Et ces jeunes ont justement se sont retournés en disant, voilà la personne grâce à qui nous avons été la personne que nous sommes. Et j'ai aussi eu le privilège d'accompagner des familles où on a parlé des tables de valeurs. Et chez moi, on en a souvent fait autour de la table en mangeant. Et ce qui se passe, c'est que j'ai des chefs d'entreprise qui au départ étaient réticents en me disant « Oui, mais tes valeurs là, c'est du pipeau ». Et quelques temps après, il y a un chef d'entreprise qui m'appelle en me disant « J'ai envie de vous confier quelque chose ». Depuis qu'on a parlé de ces valeurs, on a fait 12 tables de valeurs, 12 ateliers. J'ai constaté que tout a changé dans mon environnement professionnel. Meilleure cohésion d'équipe, meilleure harmonie, communication très, très transparente, mais aussi, j'ai eu le témoignage d'un de mes collaborateurs qui me dit que grâce à la valeur de l'écoute, sa fille a évité un abus sexuel. Comme tu disais tout à l'heure, le fait de pouvoir créer un espace où l'enfant peut vous dire librement des choses, c'est très important. Donc, je voudrais dire tout simplement que quand on parle de la santé mentale, notre esprit n'est pas une poubelle. Donc, considérons notre esprit comme quelque chose qu'on doit soigner. Parce que si on laisse tout rentrer dans notre esprit, nous allons facilement subir le contre-coup. Donc, disons, dès aujourd'hui, ma santé, ma mémoire, mon esprit n'est pas une poubelle. Est-ce que vous pouvez le dire pour moi? Parce que je suis une personne qui dérange un peu. Mon esprit n'est pas une poubelle. Ah, mais merci vous le dites beaucoup. Trop bien. Hein? Merci. Merci à vous, chers panélistes. Merci à vous, cher public. Vous avez été très participatifs. Si je retiens une seule phrase de ces échanges, c'est ce qu'a dit Clémentine. Les Africains aussi sont vulnérables. C'est ce que nous devons comprendre. Nous ne sommes pas des supermen ou des superwomen. Nous sommes aussi vulnérables et il est important d'accorder cette attention à la santé mentale. Nous l'aurons compris, tabou social, difficultés de communication en famille, le choc des cultures, tout cela crée un environnement propice au développement de la maladie mentale dans la communauté afro. Et ici, nous avons tenté d'en identifier quelques pistes de solutions. La discussion va se poursuivre tout à l'heure avec un second panel qui va être modéré par Nel, que je n'introduis pas. Je pense que Océane va le faire. Merci encore pour vos échanges et pour votre contribution. Et je vous prie d'acclamer très fortement les panélistes. Merci. Avec plaisir. Allez, merci. Une photo de famille, hein, ne parlez pas encore. Venez, hein. Voilà, où sont, voilà, une photo pour le panel. Voilà.